Bonjour et bienvenue dans le Face à Face sur France 24. Avec moi, Bruno Jeudi, rédacteur en chef politique à Paris Match. Bonjour. Bonjour Marc. Et Pierre Jacquemin, qui est rédacteur en chef de la revue Regard. Bonjour. Bonjour. J-11 avant le premier tour de la présidentielle. Alors on va commencer par un sondage, le dernier sondage IFOP fiducial pour Paris Match, alors qui montre qu'Emmanuel Macron est toujours en tête, 27,5% des voix, devant Marine Le Pen, qui est désormais installée un petit peu au-dessus des 20%, 21%, Jean-Luc Mélenchon, 14,5%. Et derrière, Valérie Pécresse et Éric Zemmour continuent leur perte de vitesse, en dessous de 10%, même loin en dessous de 10%. Yannick Jadot est à 5%. Et derrière, c'est la Bérésina. Alors, Bruno, ce qui semble marquant, surtout si on regarde aussi le sondage pour le second tour, qui montre Emmanuel Macron devant Marine Le Pen, mais seulement avec 53% contre 47%, c'est que Marine Le Pen, clairement, est sur une phase ascendante. Oui, elle connaît une dynamique depuis maintenant une dizaine de jours. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le président candidat a plutôt reculé dans les sondages, Marine Le Pen a progressé. Alors non pas, il n'y a pas eu un transfert des voix entre les deux candidats, mais en fait elle récupère des voix d'Éric Zemmour qui lui, on l'a vu sur votre graphique, est maintenant très loin. Il est 10 points derrière elle. Et donc dans cette primaire sauvage de l'extrême droite, Marine Le Pen a pris le dessus. Elle a pris le dessus à mon avis pour deux raisons. Un, il y a le côté expérience, elle sait faire campagne, elle est restée, elle s'est pas énervée au moment où ça a été très dur pour elle quand tous ses proches l'ont lâchée pour aller chez Zemmour. Et la deuxième chose, c'est que c'est une candidate qui a misé très tôt sur le pouvoir d'achat et c'était la bonne pioche sur cette campagne qui correspond aussi un peu à son électorat, tout comme Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a son meilleur score avec 14,5. Et ça, c'est voilà, elle a bénéficié de ça et il y a clairement une dynamique. Alors, on va voir si elle la tient jusqu'au premier tour. Mais là, elle est sur son score 21, c'est son score de 2017. Pierre, vous êtes d'accord sur l'analyse. En tout cas, dans les sondages, Marine Le Pen a progressé. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles pour elle, mais elle a misé sur une campagne de proximité, pas de grands meetings. On va sur le terrain, on parle pouvoir d'achat, peut-être plus que les thèmes habituels. Oui, c'est vrai, je partage ce que vient de dire Bruno. On est sur des dynamiques qui sont de l'ordre de conversion. On voit bien que le fait que Marine Le Pen progresse et que Jean-Luc Mélenchon progresse, on voit que en tout cas quand on lit les sondages de l'intérieur, qu'il y a des conversions qui se font au sein même des familles politiques. On voit aujourd'hui se dessiner trois grandes familles politiques, la gauche, la droite et l'extrême droite, avec à chaque fois un vote utile. La gauche, Jean-Luc Mélenchon représenterait ce vote utile à gauche, Marine Le Pen représenterait le vote utile de cette extrême droite et Emmanuel Macron représenterait face à Valérie Pécresse le vote utile de la droite. Mais attention, on est encore effectivement à J-11, vous l'avez rappelé, on a vu que dans les 2 dernières semaines, près de 18% de l'électorat avait changé d'avis. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont se jouer dans ces 10 prochains jours, et notamment sur la question de l'abstention, parce que les progressions que l'on voit de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas tant liées justement à la conquête d'un électorat abstentionniste que justement la pêche d'un électorat qui serait tenté de Roussel, Hidalgo ou Jadot pour Jean-Luc Mélenchon et de Éric Zemmour notamment pour Marine Le Pen. Donc pas mal de choses peuvent encore bouger, même si effectivement le duo de tête qui est tant attendu, tant imaginé depuis très longtemps semble se maintenir, parce que c'est une autre vérité, une autre lecture des sondages du moment, c'est que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon confortent globalement leur électorat de 2017. Mais ça, c'est surtout ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un an, ici même, d'ailleurs, ça nous est arrivé de le commenter, Pierre. Il y a un an, les Français disaient massivement qu'ils ne voulaient pas du match retour de 2017. Et puis, c'est ce qui se dessine. Pour l'instant, ça peut changer. Là où je suis d'accord, enfin, c'est que de plus en plus, on sait dans les élections en France, la dernière semaine, elle est cruciale. C'est-à-dire qu'on a, dans l'histoire des sondages, on a plein de faits qui montrent qu'un candidat peut être à 6-7% en début de semaine le lundi et finir au-dessus de 10 le dimanche. Les Français, de plus en plus, se décident au dernier moment, parfois même dans l'isoloir. Et surtout quand ils vont voter. Et là, il y a deux phénomènes qui sont en train de se mettre en place. D'abord, l'abstention.
Est-ce qu'elle va être aussi haute que le prédisent les sondeurs? Et si c'est le cas, ce sera à la fois désastreux pour la démocratie française, mais sans doute ça aura des conséquences fortes sur le résultat. Et la photo que vous nous avez montrée aujourd'hui, elle peut être très différente le soir du premier tour. Il faut en être conscient et il faut avoir, j'allais dire, l'humilité de le dire, surtout pour moi qui commande chaque jour un sondage, donc je ne suis pas toujours très rassuré. Et la deuxième chose, au-delà de la participation, c'est que dans la dernière semaine, il y a toujours le fait d'actualité qui peut imprimer dans un sens ou dans l'autre pour des candidats. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon comme Marine Le Pen ont un électorat qui est assez perméable aussi au fait de ne pas voter ou aller voter, ou un gros fait divers dernière semaine, ça avait quand même permis à Jean-Marie Le Pen de se propulser au second tour face à Lionel Jospin en 2002. Oui, il y a, je crois, deux leçons à retenir. On regarde tous l'ensemble des rollings et des sondages quotidiens. Il y a deux phénomènes qui peuvent perturber cette élection présidentielle, je pense, qui peuvent d'ailleurs provoquer une espèce de tremblement de terre politique. C'est la possibilité pour Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour de l'élection présidentielle et donc d'écarter... Elle est réelle. Elle est réelle. Lui, il croit. Il y croit, il fait des démonstrations de force, il fait plutôt une bonne campagne, il a toujours fait des bonnes campagnes, et effectivement, en 2017, on l'a vu, effectivement, il avait remonté bien des échelons à la toute fin aussi. Et par ailleurs, on voit aussi dans certains sondages que les marges d'erreur au premier tour font que si Marine Le Pen est très basse dans la marge d'erreur et Jean-Luc Mélenchon très haute dans la marge d'erreur, Mélenchon peut passer au second tour. Donc c'est une espérance de Jean-Luc Mélenchon, ils ont raison sans doute d'y croire, ils font tout pour le faire. Ils ont encore des événements à venir, je crois, qui devraient faire parler d'eux. Mais surtout, ça, c'est donc le premier événement qui peut créer une surprise de cette élection présidentielle. Et le deuxième, c'est les sondages de second tour, quand on voit Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, vous l'avez montré, 47-53. C'est déjà un événement politique, ce sondage. Ce sondage est un événement politique. C'est déjà un avertissement pour Emmanuel Macron. Et la possibilité pour Marine Le Pen de gagner l'élection présidentielle est une hypothèse tout à fait crédible aujourd'hui. On entend beaucoup dans la classe politique, à droite notamment, dire il faut constituer un front anti-Macron au second tour. Ça, ajouté à une abstention possiblement de l'électorat de gauche, on voit dans l'électorat de gauche, notamment chez Jean-Luc Mélenchon, que 20%, je crois, 20% décideraient de voter pour Emmanuel Macron au second tour. Ça peut fragiliser Emmanuel Macron et donc ça peut donner un avantage à Marine Le Pen au second tour. Donc je pense que ce sont ces deux événements qui peuvent être la surprise de l'élection présidentielle. Je mettrais deux bémols par rapport à Jean-Luc Mélenchon, qui possiblement peut être au deuxième tour, pourquoi pas. Moi je dirais deux bémols. La présence du candidat communiste qui, même si aujourd'hui il est un petit peu en régression, il est plutôt plus près de 3 que de 4, ça reste quand même un caillou dans la chaussure de Jean-Luc Mélenchon, et possiblement ça peut vraiment l'empêcher d'être au second tour. Est séduit par l'argument qui est de dire on a un candidat de gauche qui peut empêcher l'extrême droite de passer au second tour. Mais pour l'instant, il est quand même là, Fabien Roussel, et Jean-Luc Mélenchon va pas le faire disparaître d'ici le 10 avril. Et la deuxième chose, je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est desservi par un phénomène qui est propre à cette campagne, c'est qu'il n'y a pas de débat. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même le meilleur dans les débats, comme c'est le meilleur dans les meetings, et ça lui enlève quand même un argument et un élément de force. Et en 2017, dans les débats, notamment le débat à 11, puis les prestations télévisées suivantes, c'est là qu'il fait vraiment la différence, qui fait reculer fortement Benoît Hamon, qui était le candidat socialiste. Et je pense que ça va lui manquer. Et d'ailleurs, je trouve par ailleurs, mais ça, là-dessus, on est d'accord avec Pierre, que cette absence de débat est absolument regrettable. Et je suis pas sûr que... Emmanuel Macron peut le payer quand même aussi un petit peu, parce qu'il y a un petit côté... les Français, voilà, c'est pas ça qui est la raison essentielle au fait qu'ils reculent un peu, parce qu'il y a aussi la guerre en Ukraine, tout ça, mais quelque part, ce refus de débattre, ce refus même de cette volonté de faire campagne sans faire campagne. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez Emmanuel Macron? On le rappelle quand même, pour ceux qui nous regardent, en 2017, le deuxième tour, c'est 64% Macron, 36% pour Marine Le Pen. Là, l'élection est beaucoup plus proche, on est presque dans la marge d'erreur. Est-ce qu'il y a une inquiétude chez Macron? On s'est dit non mais c'est bon, Poutine, le retour du Covid, ça va le faire. Il aurait tort de ne pas s'en inquiéter parce que d'abord, Marine Le Pen fait plutôt une très bonne campagne. On n'a pas l'habitude de ça, clairement. On voit dans ses campagnes électorales précédemment, notamment en 2017, que sa campagne n'était pas excellente. Elle n'a pas fait de très bons débats et je trouve qu'elle ne brillait pas par son propos. Le débat de l'entre-deux tours, c'était une catastrophe. Celui-là, il l'attend encore. Celui-là, il attend. Mais sans doute est-elle beaucoup plus préparée aujourd'hui, et on le voit. Mais je crois qu'Emmanuel Macron aurait tort de ne pas s'en inquiéter aussi parce que il ne fait pas campagne.
il ne fait pas campagne. Et ça, c'est un problème. Peut-être qu'ils doivent se poser la question. On voit bien d'ailleurs que l'entourage d'Emmanuel Macron commence à revenir un peu plus sur le terrain et à faire un peu plus. Et à Dijon, pour ses premières déambulations, il s'est quand même fait attraper un peu par les gens sur le pouvoir d'achat. On voit bien, c'est quand même. Il doit l'avoir pris en compte parce que même sur la retraite à 65 ans, il rentre quand même en campagne. Alors certes, pour faire du mal au service public parce qu'il annonce qu'il veut supprimer la redevance au service public de l'audiovisuel, mais après c'était la réforme de la retraite à 65 ans. Et là, on sent un léger fléchissement où il nous explique que ça ne sera pas sa priorité de toute façon. Non, mais il l'a mis sur la table quand même. Il l'a mis sur la table, mais on sent quand même dans le discours pour essayer de calmer les esprits. Il l'a mis sur la table et je pense qu'il avait calculé qu'il perdrait un peu à gauche avec ces thématiques-là. Pour répondre à votre question, oui, il y a un frisson d'inquiétude dans l'équipe Macron parce que le 53-47, quand il est apparu vendredi pour la première fois. Là, ils se sont dit, il va falloir qu'on rajoute quand même. Du coup, ils ajoutent une ou deux séquences médias qui n'étaient pas prévues puisque Emmanuel Macron a décidé d'enjamber à peu près refuser toutes les invitations à débattre et même à des participations de médiatiques. Donc, on va peut-être le voir un petit peu plus sur les 2 dernières semaines. Il va utiliser son temps de parole. Donc, c'est la preuve qu'il va quand même faire campagne sur ces 2 dernières semaines. Il va faire un peu plus candidat et un peu moins chef de guerre probablement parce que ce 53-47, c'est quand même une première alarme. Rapidement, est-ce que ça veut dire qu'entre les 2 tours, si le duel est celui qu'on annonce, est-ce que les petits candidats vont jouer un rôle? Est-ce que ça va être très important, leur ralliement éventuel? Oui, je pense que ça va être très observé et surtout le poids des discours des représentants et des candidats dans le second tour sera extrêmement important et je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon, à qui on avait beaucoup reproché en 2017. Alors, pas de ne rien dire, d'avoir dit il ne faut pas une voix à Marine Le Pen, mais comme ça lui a été reproché, peut-être aura-t-il retenu la leçon et que cette fois-ci, il sera plus clair dans le message qui sera envoyé. Mais pas que Jean-Luc Mélenchon, l'ensemble des autres candidats. Moi, j'entendais ce matin un candidat comme Nicolas Dupont-Aignan expliquer qu'au second tour, si c'était Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, il faudrait un front anti-Macron. Lui, il était pour Marine Le Pen en 2017. C'était même balayé. Oui, mais c'est symptomatique de quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le sondage qu'on a commenté, les 47-53, est révélateur de quelque chose. Il y a une colère dans le pays, il y a une colère de la politique d'Emmanuel Macron, du mépris d'Emmanuel Macron, et qui peut conduire un certain nombre d'électeurs de gauche à s'abstenir, mais aussi, pour d'autres, déçus de la politique, à voter tout sauf Macron. Rapidement. Il faut espérer que ce vote révolutionnaire, entre guillemets, se produise pas. Mais c'est vrai que le fait qu'Emmanuel Macron ait vraiment enjambé cette campagne, une campagne, ça se fait. Ouais. Valéry Giscard d'Estaing, 81, il démarre très tard et il sait que s'il a perdu, c'est parce qu'il n'a pas fait campagne. Il perd contre François Mitterrand. Nicolas Sarkozy, il a toujours dit qu'il avait démarré trop tard et il a perdu ric-rac à la fin contre François Hollande. Une campagne, ça se fait. Emmanuel Macron, pour des raisons diverses entre l'Omicron et l'Ukraine, n'avait pas beaucoup de temps pour faire campagne, mais le temps qui lui restait pour le faire, pour l'instant, il ne l'a pas mis à profit pour faire campagne, et surtout, il n'a pas fait les débats, et même s'il a des raisons de dire « je veux pas débattre », il y a le précédent de 2017, il fallait débattre. Merci à tous les deux, on va évidemment suivre ça de près dans la dernière ligne droite. Merci à vous.